suis en train de me débarrasser d'énormément de choses qui me desservent. Ça a vraiment été une boussole intérieure parce que je n'avais pas les mots, je n'avais pas... C'est plus envisager la vie comme une opportunité. Je dirais qu'aujourd'hui, j'avance sans certitude, mais avec tellement plus de justesse. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous ma peau, un podcast qui place l'humain au cœur de chaque conversation. Je m'appelle Valentin Canaroso, je suis artiste pluridisciplinaire et host de ce podcast. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode solo. Ça faisait un moment, mais j'avais besoin de partager certaines choses, ou en tout cas, j'avais besoin de mettre à plat certains ressentis, certaines sensations, afin de vous les partager pour potentiellement voir si je suis le seul à être dans cette transformation, mutation, ou est-ce que nous sommes plusieurs à le ressentir. Je pense aussi que ça doit se manifester de façon différente chez les uns et chez les autres, mais j'avais vraiment envie de vous partager ma perception de la chose. Cet épisode s'appelle Éclosion. En mots-clés, on pourrait parler de transformation, de vulnérabilité, d'héritage. C'est pas mal de choses que j'ai conscientisées depuis l'année dernière. Et en fait, je me rendais pas compte à quel point ça pouvait influencer mon être tout entier. Je traverse un peu une période où j'ai beaucoup de mal à nommer les choses parce que j'ai l'impression que c'était inédit. Il y a eu plusieurs moments de ma vie où j'ai senti que j'évoluais, que je me transformais. Mais cette fois-ci, le shift, il est vraiment palpable. Je sens vraiment que je suis en train de changer, pas d'identité parce que au fond, je reste quand même la même personne. Mais je me détache de pas mal de choses. Il y a un tri énorme qui est en train de se faire. Et du coup, tous ces changements me bousculent pas mal. Autant mon corps que mon esprit d'ailleurs. Je suis quelqu'un qui somatise beaucoup. Ou en tout cas, si je n'écoute pas ce qui se passe dans ma tête, vous pouvez être sûr que mon corps ne tardera pas à me rappeler certaines choses. Là, les dernières semaines, j'ai été pas trop bien, mais sans avoir une maladie. C'est plus des douleurs, des signaux corporels qui me montrent que mon corps est en train de travailler. Dans mon esprit aussi, c'est pas forcément calme ou apaisé. Je sens vraiment il y a un travail qui est en train de se faire, quoi. Et donc, j'avais envie de parler de tout ça sous différents points. On va commencer même tout de suite. Le premier point, je l'ai appelé la mue intérieure. J'ai mes petites notes, parce que bien sûr, c'est pas évident d'articuler sa pensée par rapport à un sujet aussi vaste. Et puis, voilà, comme vous le voyez, je suis vraiment en mode... là, je vous partage ça. Est-ce que ça résonne chez vous? Est-ce qu'on est plusieurs à sentir la même chose ou pas? Mais c'est vraiment chill. C'est pas l'épisode qui va être le plus monté avec des invités, avec des... Enfin, voilà. Là, c'est entre nous. Donc, la mue intérieure quand l'ancien ne tient plus. Cette sensation-là que je disais, un petit peu interne, bousculement, transformation, tout ça, je sens que réellement il y a une tension très forte entre la personne que j'étais et la personne que je suis en train de devenir. Alors attention, comme je disais avant, ça veut pas dire que je change du tout au tout, mon entourage ne me reconnaît pas, non, pas du tout. C'est plus... je sais pas, l'identité dans laquelle je m'inscrivais avant était régie par beaucoup de choses. Enfin, je m'en rends de plus en plus compte. Et là, pour le coup, ça vaut pour tout le monde. On évolue tous dans une certaine culture, dans une certaine éducation,
avec des codes, avec des croyances, avec des injonctions, des dogmes, des... Voilà. Il y a autant de personnes sur Terre qu'il y a de façons de voir le monde et de penser le monde, de penser l'humain aussi. Et je pense que dans, en tout cas, nous, notre société occidentale, voire même française, parce que je vais me baser vraiment sur ce qui se passe chez nous, je ne sais pas si d'autres personnes, d'autres pays ou d'autres continents ressentent ce shift aussi, mais enfin, là, c'est même pas pour parler du shift, mais juste... Bref. En naissant quelque part, on s'immerge forcément dans une culture qui va nous coller à la peau et qui va plus ou moins influencer la personne que l'on va devenir. Fact. C'est la base. C'est visible de plein de points différents et c'est positif autant que c'est négatif. Positif parce que bah, du coup ça crée des cultures collectives où on peut se comprendre, où on a un langage qui permet de se reconnaître, tout ça. Mais en même temps, et c'est de ça que j'aimerais parler, c'est que ça nous forge beaucoup. Et en fait, une éducation, un système, une culture, en grandissant, ça s'inscrit plus profondément en soi et ça devient une réalité, ça devient je dirais même une vérité. Sauf que depuis quelques années, nous remarquons toutes les failles et tous les vices de ce système, de cette culture que nous avons érigée. La culture française, tout ça. Moi, maintenant, ce que je vois et ce que j'entends, c'est qu'on est surtout dans une culture et un système ultra patriarcal, masculiniste, discriminant, validiste. En fait, il y a eu une fois un mec, cis, blanc, hétéro, qui a dit That's the system, et on a tous suivi, quand bien même ce système ne pouvait convenir à la pluralité des profils et des existences. Donc, voilà, ça déjà, c'est pas forcément évident, parce que je pense que cet éveil-là n'est pas donné à tout le monde. Personnellement, je n'ai pas eu d'autre choix que de me mettre en opposition avec certaines injonctions, avec certaines attentes extérieures, parce que tout simplement, je suis queer. Et quand on est queer et qu'on nous fait croire qu'il y a une façon de faire, on a beau l'essayer, cette façon de faire. Elle ne nous convient pas et elle ne pourra jamais nous convenir. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas adaptée à nous. Et donc, en grandissant, en évoluant, on essaye, en tout cas, de péter des barrières, de se rendre compte qu'en fait, on est toujours en comparaison à cette norme établie. Je mets plein de guillemets à norme. Je n'aime pas ce terme. Voilà. Après, il a été bien choisi par ceux et celles qui l'ont créé, parce que du coup, ça légitime vachement. Enfin, on va pas s'égarer. J'allais partir dans la sémiologie. Nope. Mais du coup, ça, c'était déjà la première barrière. Et donc, cette identité passée ne me convient absolument plus parce que, en fait, c'est comme si je la voyais évoluer à côté de moi, un peu méta, hein, mais potentiellement faire des choix qui ne lui ressemblent pas profondément et authentiquement, mais faire des choix pour convenir à certaines attentes extérieures ou pour tout simplement rentrer dans le moule qui est attendu pour être accepté. Donc, déjà, ça, c'est pas forcément évident. Parce que j'ai vraiment le sentiment d'être entre deux mondes. Entre celui qui existe, celui qu'on connaît, celui qui s'essouffle, celui qui fatigue, celui qui mériterait un bon ravalement de façade, quoi.
et un monde qui n'existe pas complètement encore, mais auquel j'aspire, auquel j'ai envie de contribuer, de participer, et du coup, c'est vraiment très particulier comme sensation. Je le disais avant, ça résonne dans mon corps et dans mon esprit. J'ai pu avoir tendance à avoir un petit peu plus d'anxiété ces derniers temps, à être un petit peu plus malade, ou en tout cas faible physiquement. Parce que justement, cette transformation, c'est cellulaire. Je sais pas comment expliquer mieux, mais c'est l'entièreté de mon être qui est en train de changer. Et forcément, ce changement, il relâche peut-être des petits malaises, des inconforts physiques, parce que vraiment, c'est dans ma chair, c'est dans mon être que tout est en train de muter. C'est aussi pour ça, je trouvais que dans les mots-clés, je parlais de vulnérabilité. Vulnérabilité, pour moi, ça n'a rien à voir avec la fragilité. La vulnérabilité, personnellement, c'est l'acceptation la plus totale de ces fluctuations émotionnelles. Il y a des moments où on est plus sensible que d'autres. Il y a des moments où on va mieux que d'autres. Il y a des moments où on est plus apte à que d'autres. Et tout ça ne nous rend pas fragiles. Au contraire, nous rend plus conscients de soi et de l'impermanence aussi des choses, de la vie, des émotions. On a tendance à vouloir tellement figer. Et je pense aussi que c'est pour ça que cette mutation identitaire me bouscule un peu. C'est qu'en fait, encore une fois, dans la culture dans laquelle on évolue, on aime vraiment bien ça, figer les choses. Ça rassure, ça, ça permet de ne pas trop se poser de questions et surtout les certitudes. Pour moi, les certitudes, c'est vraiment un énorme piège. Parce que une certitude à un instant T, c'est une logique qui arrive par rapport à tout un parcours mental, on va dire. Sauf que vous pouvez être sûr de quelque chose à cet instant-là. Mais si par la suite, on vous ajoute d'autres informations, d'autres perceptions, ben cette certitude, elle peut complètement, et je vous le souhaite, voler en éclats. Donc, personnellement, je dirais que c'est mieux de ne pas en avoir. C'est mieux de se dire, ah ben, en ce moment, je pense ça. Ok, that's fine. Mais au moins, vous vous permettez de pouvoir évoluer dans votre pensée, de vous laisser aussi la place à autrui, de vous apporter d'autres sources d'informations, d'autres références qui vont pouvoir soit infirmer ou confirmer votre avis, mais être sûr par rapport à des choses comme ça. Je dis pas être sûr de ses capacités, être sûr de soi, être sûr et tout. Enfin, on parle pas de ça, hein. Mais être sûr de... Comment je pourrais dire ça? Je pense que c'est bien d'être sûr de soi en acceptant que le soi est impermanent. Je ne suis pas la même personne qu'hier et je ne serai pas la même personne que demain. Cependant, sur ces 3 journées, je suis sûr de moi. Et je serai sûr de moi à chaque fois que j'évoluerai ou que je changerai. Alors là, peut-être que je suis en train de vous perdre. je, je réfléchis en même temps que je fais le podcast parce que certes, j'ai mes grands points, j'ai les choses que je veux vraiment partager, mais c'est une réflexion en constante évolution et du coup, ben, potentiellement que des fois je vais vous perdre parce que je serai en train de réfléchir. C'est pas grave. On va continuer sur les notes que j'avais, comme ça au moins je vous perds pas trop. Le 3. Le 3, c'est ce qui m'a le plus bousculé les dernières semaines, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, j'avais jamais réellement pris conscience euh, de la charge émotionnelle que ça
que ça m'apportait, ou c'est juste qu'avant j'avais pas le temps, ou c'était pas une priorité de conscientiser ça, mais aujourd'hui, là maintenant, je vais vous en parler, je capte qu'il y a quelque chose qui fait vraiment sens. Après, je ne suis pas sûr que tout le monde ici, que vous me regardiez ou que vous m'écoutiez, soyez sensible à tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est un peu méta et tout. Après, au pire, hein, bienvenue sur Sous ma peau, c'est un des sujets, c'est un de mes sujets de prédilection. Au pire, vous écoutez et puis vous y croyez pas, et ou alors au mieux, on est tous dans la même vibe et let's go, on va parler un petit peu perché. Alors, l'héritage familial et transgénérationnel. En gros, je vais pas la faire trop longue, mais je suis issu de l'immigration. Je vais pas dire je suis. Si. Je suis le fruit d'une certaine histoire familiale que je vais vite fait vous raconter. Au niveau de mes arrière-grands-parents paternels, donc les parents de mon grand-père paternel, ont vécu en Sicile. Enfin voilà, les origines siciliennes, sauf que ils ont dû fuir la mafia. Donc, déménagement, déplacement, fuite, même, je dirais. Il y a, oui, fuite pour leur propre protection. Et en parallèle de ça, mes arrière-grands-parents, encore paternels, mais les parents de ma grand-mère, cette fois-ci, eux sont nés en Espagne et ont dû fuir le régime de Franco. Donc déjà, pas si loin de moi, il y a mes parents, mes grands-parents, et là je vous parle du stade juste au-dessus. Donc, fuite, enfin en tout cas, se protéger, trouver une solution par rapport à la mafia, trouver une solution par rapport au régime de Franco, et donc, ces fuites-là ont fait que mon grand-père et ma grand-mère se sont rencontrés en Algérie, quand l'Algérie était française. Et en 1958, mon père est né à Blida. Et dans les années 60, ils ont dû, toute la petite famille, fuir. Parce que il y a eu la guerre d'indépendance, et donc même s'ils se sentaient super bien là-bas, c'était chez eux, c'était leur maison, le conflit a cessé de prendre de l'ampleur, et pour leur propre protection autant que pour celle de leurs enfants, ils ont décidé de partir. Et nous faisons partie de la génération des pieds noirs qui sommes venus en Alsace, tout simplement. En Alsace. Non, ça va. Au début, je me plaignais, en fait, je suis très content, donc c'est très bien. Mais donc, tout ça, ça laisse quand même des marques. Il y a des traces, je pense, dans mon ADN. Enfin, en tout cas, j'en ai déjà vite fait parler sur le podcast, mais tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, pour moi, c'est pas... C'est palpable, c'est factuel, je trouve que c'est tellement logique que de génération en génération, il y ait des transmissions, qu'il y ait des traumatismes ou des chocs qui peuvent être transmis, oui, par le sang, parce que la personne que je suis aujourd'hui, sans tout ça, ça n'aurait pas le même sens. Si je dis ça, c'est parce que aujourd'hui, je suis un artiste pluridisciplinaire, podcasteur, intervenant culturel et directeur artistique, mais ça, ce sont des étiquettes. Si je regarde réellement ce que je fais dans la vie, c'est parler d'émotions, légitimer les émotions. J'essaye aussi de créer des espaces où les personnes à qui on ne donne pas forcément la parole puissent le faire.
J'ai vraiment à cœur, en fait, qu'importe l'activité que je mets en place ou qu'importe le projet que je mets en place, j'ai besoin de justice. J'ai besoin, je pense, de racines. Dans le sens où, ayant eu une famille qui, pour se protéger, pour sa propre survie, a dû fuir des régimes politiques, a dû fuir la criminalité, enfin, tout ça fait extrêmement sens pour moi maintenant. Et j'en ai marre de fuir. Et j'en ai marre de me cacher ou de... C'est très particulier comme sensation parce qu'en fait, là pour vous, bah, c'est une story time. Voilà, tes parents ils sont nés en Sicile et puis, enfin bref. Mais pour moi, là, au degré de lecture que j'ai, c'est vraiment particulier. Il y a des choses, des comportements, des choix que j'ai fait dans ma vie qui n'avaient pas forcément de sens à l'instant T. Et maintenant que je les mets en corrélation avec ça, avec ce que je suis en train de vous partager, je comprends mieux. Je me dis, ah bah oui. Donc voilà, par rapport à mes ancêtres. En gros, oui, si je disais ça, c'était pour expliquer ce que je viens de dire, comment certaines peurs, réflexes, mécanismes ne viennent pas que de moi. Il y a le poids de l'histoire familiale, de l'exil et de l'injustice qui sont devenus, dans cette vie-là, pour moi, des moteurs. Et effectivement, qu'importe ma forme d'expression, qu'importe le secteur artistique ou pédagogique dans lequel je serai, je pense que tout sera teinté de ça. Ouais, c'est pour ça que mon travail a autant d'importance, j'ai l'impression, c'est que par rapport à toute cette histoire, par rapport à tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai conscientisé, mon histoire familiale, ou mes combats, mais bref, je pense que c'est un peu, étant en plus homosexuel, c'est par la personne que je suis et par les choses que je fais que je vais pouvoir laisser une trace, que je vais pouvoir transmettre à mon tour. Je- tout ce qui continue mon être aujourd'hui est une réponse à cette histoire familiale et transgénérationnelle et est la réponse en tout cas que j'ai trouvée pour enfin dire j'ai ma place. Et je la prends et je décide de m'ancrer. Et par moments, contre vents et marées, je décide que c'est la bonne direction pour moi. Et, bien entendu, si je réussis, j'emmènerai toutes celles et ceux qui n'ont pas les mêmes accès. Pour revenir un peu au plan de l'épisode, le quatrième point, c'est ce que la psychanalyse et l'art ont déplacé. Parce que je pense que si je peux vous citer 2 outils dans ma vie qui m'ont réellement aidé à comprendre toutes ces choses, à, à dépasser certaines craintes, à analyser certaines zones aussi, ce sont vraiment ces 2 pans-là de ma vie. L'art, a toujours fait partie de ma vie, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, ça a vraiment été une boussole intérieure parce que je n'avais pas les mots, je n'avais pas les capacités d'expliquer de la façon la plus pure et la plus vraie comment je me sentais. Parce que je le savais pas. Je me sentais d'une certaine manière sans pouvoir l'expliquer. Parce que pas les mots, pas l'entourage. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire à travers ce chapitre-là, ce point-là, c'est que c'est grâce à la psychanalyse que j'ai commencé il y a 2 ans et demi que j'ai compris à quel point l'art m'a aidé et à exprimer des choses que je n'arrivais pas à exprimer sur l'instant T. Par exemple, depuis 2016, j'ai vraiment commencé la peinture. Et pendant 3 ans, 2016 à 2019, ouais c'est ça, pendant 3 ans,
j'ai peint beaucoup de d'êtres très sombres, très noirs, avec soit des yeux évidés, soit des yeux floutés, des bouches effacées, des... Je représentais toujours, souvent, enfin encore maintenant même, mon travail est très portrait. J'aime dire que je matérialise des émotions, que je personnifie par moments des émotions parce que ça me permet vraiment de les voir, de les confronter. Euh, c'est un processus qui me permet de passer de la simple idée. Enfin, une émotion, c'est impalpable, c'est invisible. Et faire ce travail-là de prendre l'émotion et d'en créer une forme, d'en créer un visage, ça m'a vraiment permis de comprendre l'émotion. Je m'explique, parce que là, je m'entends parler et je me dis, bon, c'est pas très clair, mais en gros, on a énormément d'émotions. Énormément. Mais si je vous demande d'en citer 5, vous allez me dire quoi? Je pense que la plupart du temps, on se dit colère, tristesse, joie. Voilà. Mais c'est tellement pas que ça. Dans la colère, il peut y avoir de l'impatience, il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir, enfin, dans la joie, il peut y avoir de l'exaltation, il peut y avoir aussi des joies très douces, très pures. Enfin, la palette est vraiment infinie. Et je pense qu'à travers mon art, j'ai découvert ma palette. Ça m'a permis de voir l'ampleur et la complexité de mon monde intérieur et de reconnaître plus ou moins quand l'émotion exprimée sur l'instant est positive ou négative, ou il me fait du bien ou pas. Mais au-delà de ça, c'est que c'était vraiment un signal. Quand je vous disais avant que les sens de... Les sens, hein, deux mots. Les sens de ces fameux portraits que je peins m'indiquent énormément de choses par rapport à comment je me sens. Bon, attendez, là, je suis en train de me répéter. Dans le sens où les bouches étaient très effacées, les yeux aussi. Cependant, les oreilles ont toujours été très grandes. Et grâce à la psychanalyse, c'est ça que je voulais dire avant, j'ai compris qu'en fait, je me montrais où il y avait des problèmes. En effaçant les bouches, je me montrais que j'avais des choses à exprimer mais que je n'y arrivais pas. À travers les yeux, je me montrais que je refusais de faire face à certaines choses, que j'étais dans le déni, que je n'acceptais pas la réalité, que je préférais fermer les yeux. Tout ça, plus les couleurs utilisées, plus les formes, plus le traitement. Il y a des moments où j'avais vraiment cette expulsion de peinture qui jaillissait sur la toile. Et il y avait d'autres moments, c'était plus délicat. C'était le tracé au fusain, très doux. Enfin, tout ça traduit des choses de la personne qui le confectionne. Et donc, j'en suis arrivé à comprendre mon art et à comprendre pourquoi ça restera, je pense, le langage le plus naturel et le plus impulsif pour moi. Parce que j'ai remarqué que même si je vais le comprendre des semaines, des mois après, c'est vraiment cette forme d'expression qui me permet de ne pas me censurer, de dire les choses les plus crues parfois, mais les plus vraies. C'est une autre forme de langage qui est, j'ai envie de dire, plus primaire, plus originelle, plus organique, parce que le langage, c'est un système de communication que nous avons inventé, que nous avons travaillé, amélioré à travers le temps et tout. Mais là, on parle de
couleur, de forme, de texture. C'est tellement plus proche de l'instinct animal. Mais j'ai créé un podcast. D'ailleurs, plus ou moins en même temps que j'ai commencé ma psychanalyse. C'est marrant. Donc, je pense qu'il y a un certain stade de ma vie où j'ai eu besoin de trouver des mots et de les poser correctement pour justement pouvoir extraire ces sujets de l'art, de tout ce qui m'a touché, pour les traduire en discours et pouvoir échanger avec d'autres et pouvoir, partager, sentir si on peut se reconnaître dans nos histoires respectives, si ça fait écho. Parce que je pense réellement, ça je l'ai déjà dit aussi plein de fois, mais se relier à l'intime, c'est se relier au collectif. On a tellement mis en place des choses pour nous faire croire qu'on est extrêmement différents, alors que vraiment, croyez-moi, on est très, 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 très similaires. Mon point suivant, c'est l'état du monde. Le monde extérieur. Injustice, résonance et fatigue. Venez, on arrête. Venez, on arrête de se juger. Venez, on arrête de dire aux autres comment ils doivent vivre parce que nous, soit on s'empêche de vivre comme celles et ceux qu'on a en face de nous, soit parce que... Venez, on arrête. Non mais vraiment. On n'a vraiment pas de temps à perdre sur ça. Pour la majorité, je pense vraiment qu'on fait de notre mieux avec nos capacités, avec nos compréhensions. Faut pas oublier non plus que on part pas tous avec les mêmes avantages, voire certaines partent avec des gros désavantages. Je vous rappelle encore une fois, il y a un moment, je vais éternuer, je sais pas quand, mais vous effrayez pas. N'oubliez pas que la méritocratie n'existe pas. Alors là, je vais pas me faire que des copains, mais c'est pas grave. C'est pas grave. La méritocratie, ça a été inventé pour nous faire croire que plus tu mettras d'efforts dans ton travail, plus tu mettras de cœur à l'ouvrage et plus tu réussiras. That's wrong. Je ne supporte plus de voir des gens moraliser d'autres personnes parce que si eux ils peuvent le faire, tout le monde peut le faire. Non. Et là, tu manques d'intelligence émotionnelle, et juste d'intelligence en fait. Et donc tout ce qui se passe dans le monde me traverse énormément, me touche, bien sûr. Les génocides, les politiques de dictature, machin. Là, on est arrivé à un point de la société où on a tellement l'habitude d'avoir tout ce qu'on veut, tout le temps, très vite, qu'on a mis un peu notre capacité à réfléchir et à analyser en pause. C'est très dangereux. C'est très, 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 très dangereux parce qu'en fait, vous permettez à des gens qui sont mal intentionnés de profiter de ça et de faire passer des choses très simplement, mais des choses qui discriminent encore plus, qui font du mal à certaines communautés. Donc, s'il vous plaît, faites attention et continuez à muscler votre cerveau. C'est super important. Là, si on est dans des politiques qui ne mettent pas forcément en avant la culture, c'est tout simplement pour nous empêcher d'avoir une capacité de réflexion suffisante pour remettre en question leur comportement, leurs actes.
Mais donc oui, tout ce qui est injustice, tout ça, ça me touche énormément. Je pense que ça réveille aussi par rapport à la mémoire transgénérationnelle. Il y a certaines choses que je n'ai pas vécues moi directement, mais que mes cellules ont ressenti à un moment donné, et du coup, ça résonne. Ça résonne et j'ai beaucoup de mal à accepter que ça perdure, que des gens préfèrent perpétuer ce système-là. Oui, c'est inconfortable et c'est douloureux, mais allons-y, on ne connaît que ça. Mais pourquoi? Pourquoi? En fait, pourquoi vous continuez à vous faire autant de mal? Enfin, c'est dingue. C'est comme les conflits générationnels où, imaginons nous, on va voir nos parents ou nos grands-parents en disant, enfin, en donnant une clé pour potentiellement vivre mieux. Ah mais non, mais c'est n'importe quoi. Mais pourquoi vous n'avez pas envie d'essayer? Enfin, c'est fou de s'être tellement adapté à la souffrance que si on trouve des solutions pour l'amoindrir, voire la supprimer, on en soit opposé. C'est comme si je dois souffrir. Bah non. Non, franchement, c'est pas obligé. Hein. Pas obligé. Bref. Oh bah on va déjà arriver bientôt à la fin. J'espère vraiment que c'est pas trop décousu. C'est pas évident pour moi de parler de tout ça, mais je pense que ma meilleure façon d'exprimer mes émotions, c'est l'art, comme je l'ai dit avant, et donc c'est le moment de la vidéo où je vous fais une petite annonce. Éclosion n'est pas seulement le nom de cet épisode, c'est également le nom de ma prochaine exposition personnelle qui aura lieu en juin 2026. Ouais! Je vais exposer dans l'ancienne église Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg. De toute façon, les informations sont à venir, c'est en juin. Mais je me suis dit, comme ce ressenti interne et tout correspond bien en fait à ce terme qui est l'éclosion, je vais en profiter pour introduire l'expo homonyme qui va arriver. Et donc pour cette exposition, vous pourrez retrouver une sélection d'œuvres que j'ai créées à travers le temps qui justement illustrent cette idée de mutation, de transformation à travers le prisme de l'art. Il y aura un vernissage, il y aura, je pense même potentiellement tourner un épisode là-bas aussi pour voir comment je me sens sur l'instant. Mais ce qui se passe est très aligné et je pense que ça va être vraiment cool de montrer ce parcours-là. Un peu un parcours initiatique où, si je devais un peu résumer, ce que je ressens, c'est une sorte de d'effeuillage, de déconstruction, mais au sens brut. Je suis en train de me débarrasser d'énormément de choses qui me desservent, qui m'empêchent de me révéler à 100%, qui m'empêchent d'être qui je suis réellement, qui je suis sans ces injonctions, qui je suis sans cette éducation. Quelle personne je vais devenir en ayant forgé mes propres valeurs, mes propres avis, mes propres envies. Remettre en question aussi des choses qui sont établies depuis peut-être votre enfance, j'en sais rien, mais les certitudes, ce que je disais avant. N'ayons pas de certitude. Je pense vraiment que ça nous enferme tellement. Ça nous empêche de changer, ça nous empêche de naviguer et de have fun. Au final, la vie, c'est ça. Et je dirais qu'aujourd'hui, j'avance sans certitude, mais avec tellement plus de justesse. Je ne pourrais pas anticiper ce qui va se passer dans la vie. Je ne pourrais pas contrôler les événements. Fact, encore une fois. Et pourtant, je fais tellement les choses parce qu'elles me semblent justes,
parce qu'elle me semble vraie, parce qu'elle me semble alignée avec la personne que je veux être, qu'en fait c'est tout ce qui compte. Les résultats, les, les peurs un petit peu, comment on dit déjà, irrationnelles, notamment dues à l'anxiété, hein. Il y a plein de choses, plein de scénarios catastrophes qui peuvent se mettre en place dans ma tête. Mais lâcher un peu ça, attention, je suis pas en train de dire l'anxiété, mais c'est facile, j'ai arrêté hier. Non, pas du tout. Je dis, maintenant à 30 ans, je sais ce que c'est de vivre avec de l'anxiété. Essayer de redonner un peu plus de poids à la voix opposée à celle-ci pour que dans ma tête j'entende plus vas-y, fais-le. Que tu n'en es pas capable. Attention, si tu fais ça, qu'est-ce qui va t'arriver? Mais justement, attention, si tu fais ça, qu'est-ce qui va t'arriver? Ben vas-y, fais-le. Comme ça, on va savoir, en fait. C'est plus envisager la vie comme une opportunité que de craindre constamment de l'expérimenter. C'est vraiment triste. Il y a des gens qui quittent ce monde en n'ayant jamais apprécié leur passage, en n'ayant jamais pris le temps de prendre plaisir dans ce qu'ils font. C'est super triste. Et moi, j'ai pas envie de faire ça. Je me sens différemment. Et en même temps, c'est complètement aligné avec l'exposition que je suis en train de préparer. Donc, si cet épisode vous a parlé, ou si vous avez... ou si à l'inverse, tiens, ou si à l'inverse vous n'avez rien compris, mais si vous voulez essayer de comprendre, vous pourrez venir voir l'exposition. Donc voilà, de toute façon, je sais pas si j'ai déjà... Je crois que j'ai déjà mes dates de vernissage, un truc comme ça. J'en parlerai de toute façon. D'ici juin, il y aura d'autres épisodes, je pense. Donc voilà. Et sinon, sur mes réseaux, valentin.cnrz, c'est mon compte Insta art. C'est là où je poste le plus de choses. Donc venez là si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce que je fais artistiquement et notamment mes prochains événements. Pour conclure, je vais m'adresser à vous directement. Que vous m'écoutiez ou que vous me regardiez, déjà j'espère que ça va. J'espère que la vie est douce avec vous ou que lorsqu'elle l'est un peu moins, vous avez les leviers ou les personnes autour de vous pour un petit peu calmer tout ça. On vit une période qui est assez intense. J'ai l'impression vraiment que ça fait 10 ans que je dis ça, mais ça perd pas en intensité, surtout qu'on est de plus en plus au courant et de plus en plus vite de tout ce qui se passe. Et donc oui, c'est pas forcément évident de capter qu'il y a une masse assez bruyante qui fait beaucoup de la merde. Et nous, on regarde sur notre canapé à travers un écran en se disant mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'en 2026, on prenne ce genre de décision. C'est pas possible qu'en 2026, on discrimine des gens ou qu'on les... Enfin, bref, voilà. Sachez que je suis avec vous, que ça m'impacte autant que vous. Mais le changement du monde passe par le changement de soi. Et c'est exactement ce que je ressens en ce moment. J'espère que c'était assez clair, que j'ai pas trop bafouillé. Je sais qu'au début, j'ai un petit peu galéré, mais bon. En plus, c'est un nouveau micro. Voilà, tout simplement. Donc, il va y avoir plein de petites nouveautés, j'espère, à l'écran aussi, normalement. Si tout est calé comme je le pense, vous le verrez, de toute façon. Si vous reconnaissez dans cet épisode, si vous ressentez une espèce de transformation, mutation, que sais-je, sachez que c'est inconfortable et c'est normal. Ce n'est pas
Ce n'est pas quelque chose que l'être humain apprécie de fou, hein, changer ou... En fait, c'est juste que ça fait travailler son être dans son entièreté et ça pousse à se poser certaines questions, à savoir si on continue certains comportements, malgré qu'ils ne sont plus alignés. Est-ce qu'on garde certaines amitiés aussi, amitié, famille, taf, quand on se réaligne et quand on se transforme, c'est à l'intérieur, mais attendez-vous à ce que votre vie change également. Parce que ne plus être la même personne, eh bien forcément, vous ne pouvez plus faire la même chose. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de douceur dans ce moment. Si tu traverses quelque chose de similaire, surtout, tu n'es pas seul. N'hésitez pas. Je le dis à chaque fois, mais il n'y a personne qui le fait. Mais n'hésitez pas à écrire en commentaire comment vous vous sentez, si ça vous parle, si ça fait écho. Je sais pas. Si vous avez des conseils, si vous avez des pistes de lecture, si vous avez envie de nous raconter une de vos transformations, je ne sais pas, mais ça me ferait très plaisir. Et puis nous, on se retrouve très vite. Là, en ce moment, je suis dans le tournage de 3 épisodes. Du coup, je sais pas lequel est sorti, lequel n'est pas sorti. Donc, peut-être que celui-là, c'est le premier de l'année. Ou alors, c'est la fin d'un monde. Je sais pas. On verra. Et puis, il y a des portraits d'artistes qui reviennent aussi. Très soon, très bientôt. J'ai très hâte. Donc, j'espère que tout ça vous plaira. Et puis, ben voilà. Merci de m'avoir écouté ou regardé. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et bien sûr, en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de votre monde intérieur. Bye bye.